Darlene Louzi, alias Manzé Choublak, est notre invitée du jour. Elle est d'origine haïtienne, elle est activiste, consultante et leader engagée en faveur des droits humains, de la diversité et de l'inclusion au Canada. Avec elle, nous parlerons aujourd'hui de la jeunesse africaine, quelle contribution pour une Afrique souveraine et prospère. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour et merci de m'avoir accueilli. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur nos plateaux. Première question, vous êtes d'origine haïtienne. Quel est le quotidien des jeunes en Haïti? Qu'est-ce qui se passe avec la jeunesse haïtienne? Très difficile actuellement. Cela a été pendant plusieurs années, mais ça s'est détérioré exponentiellement parce que la jeunesse est prise en otage par ce qu'on appelle actuellement des gangs, mais on sait que ce sont des milices qui sont armées par des personnes ou des pays dits amis, mais qui en fait contribuent largement à la déstabilisation et au maintien de l'insécurité en Haïti. Donc nous avons une jeunesse qui est battante, une jeunesse qui veut rester debout, mais une jeunesse aussi qui est épuisée par les luttes intestinales et surtout les difficultés qui sont jalonnées de partout dans le pays. Mais c'est une jeunesse aussi qui veut s'inspirer de ce qui se passe ailleurs, surtout dans les pays où on se ressemble à différents niveaux. Et c'est cette jeunesse-là qui veut à tout prix trouver des solutions, même si on n'a pas un gouvernement, parce que ce qu'on a maintenant, ce n'est qu'un semblant de gouvernance qui est dicté et qui est mise au pouvoir par les forces extérieures. Donc les forces impérialistes, c'est la réalité. Donc à travers les activités qu'ils mènent, moi j'ai reçu en fait un titre honorifique des jeunes universitaires de partout en Haïti, et j'ai compris que la lutte leur tient à cœur, mais ils sont tellement embrouillés par les circonstances quotidiennes qu'ils ne savent pas réellement où mettre de la tête, mais quand même ils continuent de lutter et de voir dans quelle mesure ils pourront éventuellement changer leur sort actuellement. Pour vous, qu'est-ce qui influence beaucoup plus la jeunesse, qu'elle soit haïtienne, qu'elle soit burkinabé, qu'elle soit sénégalaise ou d'autres contrées, maliennes, nigériennes? Qu'est-ce qui influence beaucoup plus la jeunesse africaine aujourd'hui? Une mauvaise utilisation, je pense, des médias sociaux. Il y a ça. Il y a le fait aussi que on bute aux difficultés quotidiennes. Donc, c'est une jeunesse qui a beaucoup de potentialités, qui regarde autour d'elle. Il y a beaucoup de possibilités, mais qui n'arrive pas nécessairement à mettre les mains dessus. Donc, ce qui fait que c'est une jeunesse qui est tantôt désillusionnée, mais tantôt aussi bourrée d'espoir et qui veulent faire les choses autrement. Parce qu'en discutant avec ces jeunes-là, je travaille beaucoup avec des jeunes, on sent cette énergie qui les habite, ils veulent faire beaucoup, mais il y a tellement, en Haïti on dit piquant coin, donc il y a tellement de difficultés, tellement de rues qui sont pavées de problèmes, ils n'arrivent pas nécessairement à prendre leur place. Mais lorsqu'on regarde ça, il y a tout le brigandage de hypersexualité qui sont exposés quotidiennement sur les médias sociaux. On met nos jeunes dans une position où il y a tellement de désillusions et elle veut couler tout ça dans le plaisir, si bien que lorsqu'on va avoir des activités de réflexion, où on pousse certains agendas, forcément il va y avoir très peu de participation de la jeunesse. Mais si c'est un spectacle, un concert, j'ai aucun problème avec le fait de se divertir. Mais si on se compare, parce qu'il faut des fois se comparer pour faire mieux, à certaines autres jeunesses dans différents autres pays, leur jeunesse est beaucoup plus protégée que les nôtres. Donc ça, c'est un fait. Alors, ça m'amène à vous poser une question. Est-ce que le système éducatif africain même prépare suffisamment la jeunesse à pouvoir être des acteurs du changement afin d'éviter de se laisser influencer, par exemple, par les médias sociaux dont vous parlez?
Pas nécessairement. Et je pense et j'espère que les acteurs dans ce domaine-là de l'éducation vont se concerter et avoir des solutions aussi proposées par des jeunes, parce que on a l'impression que puisqu'on est adulte, on connaît tout, on n'a pas besoin de savoir ce qu'ils pensent et comment ils peuvent trouver les solutions. Mon père me disait souvent, paix à son âme, que chaque problème, en fait les gens qui subissent les problèmes connaissent déjà les solutions parce qu'ils sont dedans. Donc il faudrait les faire plus confiance, les intégrer dans les sphères de décision, discuter avec eux pour voir comment le curriculum peut être modifié. Pour vous déjà, qu'est-ce qui ne va pas de manière précise? L'éducation, soit dans la mesure que toutes nos références sont calquées sur des pays qui n'ont pas grand-chose à voir avec nous. Donc si par exemple, là je vais faire un événement sur Jean-Jacques Dessalines, je demande à un jeune burkinabé qui est Jean-Jacques Dessalines, il ne va pas savoir. Mais si je lui dis qui est Napoléon Bonaparte, il va nécessairement savoir. Parce que dans notre curriculum, on n'apprend pas, on ne met pas l'accent autant que possible sur nos réalités, sur ce qui nous ressemble, ce qui peut en fait nous donner cette envie-là de continuer de nous battre et de nous relever. On a énormément de gens talentueux parmi nous. On a des jeunes, moi j'en ai rencontré ici au Burkina, et à chaque fois je suis émerveillée de voir ces jeunes qui pensent, qui ont des idées, qui font aussi des choses, qui posent des actions concrètes. Donc c'est juste une idée de les accompagner. Et donc le curriculum, il faut le voir. Pourquoi en Haïti on va avoir un livre où on va parler le Père Noël qui est qui sort de la neige ou qui voyage on n'a pas ces références-là. Et on est bordé d'eau de mer. Et un jeune Haïtien ne sait pas nager, ne connaît pas le mabouya, ce que c'est, n'a jamais desséqué un animal. C'est des choses, il faut d'abord nécessairement connaître son terroir, connaître son histoire. Et c'est pour ça qu'on a choisi le 15 mai, qui est la journée des coutumes et traditions. Il faut savoir, il faut connaître qui l'on est déjà. Parce que lorsqu'on sait qui l'on est, on sait exactement où on veut aller. Vous posez là le problème un peu de l'identité culturelle aussi qu'il y a, mais à côté, beaucoup estiment que la jeunesse est aujourd'hui en manque de repères, en manque d'exemplarité, eu égard à un certain nombre de personnalités que l'on a connues ici en Afrique, où pendant plusieurs années, l'exemple qui a été donné à la jeunesse, c'est la gabégie, c'est la corruption, c'est la mauvaise gouvernance. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que c'est par manque de modèle que l'on se retrouve là? Exactement. C'est pas qu'on n'a pas de modèle. C'est ça qu'il faut mettre l'accent dessus. On a des modèles, mais on parle très peu de ces modèles-là. Vous savez, on va souvent parler des politiciens véreux, des politiciens. Mais on a eu aussi des politiciens qui ont fait ce qu'ils avaient à faire, qui ont laissé, qui se sont maintenant mis dans des projets personnels et qui font avancer des choses dans leur pays et ailleurs, mais on n'en parle pas. Donc c'est ces gens-là aussi qu'il faut prendre. Parce qu'on n'a pas que des corrompus, ce n'est pas dans notre ADN, n'est-ce pas? On est des êtres humains. Ce qui est le problème, en tout cas en mon sens, c'est qu'on met surtout l'accent sur la négativité. Et ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on mette plus d'énergie sur ce qui est positif. Parce que c'est ça qui va aussi nous encourager à faire mieux. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, on va rester sur tout ce qui est négatif. On ne mentionnera pas ce qui est positif de ce que quelqu'un a pu faire ou de ce qui s'est passé en termes de positivité. Les références viennent de ça aussi, n'est-ce pas? Donc, moi, écoute, si je dois prendre la liste et mentionner tous les grands hommes et toutes les grandes femmes africaines qui ont marqué leur temps, la liste ne sera pas exhaustive, on s'entend. Donc, pourquoi ne pas aussi nous bombarder de ces choses positives? Tout à fait, mais la réalité aussi, ce sont ces aspects-là. Et la question ne se limite pas uniquement à un certain nombre de personnes au plan politique. Il y a aussi justement l'adulte en tant que tel, où quand vous prenez actuellement ici, pour ma patrie, ici on s'engage actuellement à faire preuve de civisme en circulation routière. Quelle est l'image, quel est l'exemple que l'on donne à un jeune lorsqu'un adulte se permet de brûler le feu tricolore sans regarder, lorsqu'il se permet de manquer du respect au drapeau
chapeau, c'est tous ces aspects que je pense que je parle. L'éducation, c'est ça les médias sociaux devraient nous servir, n'est-ce pas? C'est-à-dire reprendre certains éléments. Une personne qui ne sait pas lire, par exemple, comprend les images, comprend les photos, peut comprendre comment on fait les choses. Donc, si on commence à utiliser ces médias sociaux, si on a des jeunes qu'on donne tout ce qu'il faut, les outils qu'il faut, et qui vont maintenant utiliser ces médias sociaux, vous savez combien de millions de personnes qu'on peut prendre, qu'on peut changer cette mentalité? Par la chanson, nos ancêtres le faisaient. Et on le fait encore. Vous avez remarqué combien de chansons, combien de chanteurs ont rapidement interprété des chansons sur Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso. Et les gens fredonnent ça, même si on ne comprend pas la langue, même si on ne comprend pas nécessairement tout ce qui est dit. Parce qu'il y a d'autres façons d'éduquer. Il y a certaines générations, je suis désolée, il y a certaines générations, il n'y a pas grand-chose à faire à part. Parce que... Pour vous, les dés sont jetés. Oui, parce que l'arbre est crochu. Mais il y a cette jeunesse qui est là, qui peut maintenant être prise en charge, changer la mentalité, et être éduquée et faire les choses autrement. Parce que ça ne sert à rien de rester là sur les personnes qui ne font pas les choses. Maintenant, on va mettre l'accent sur les personnes qui font les choses, on va les prendre un exemple et on va vulgariser ça le plus que possible. Et on va y arriver. Parce qu'il faut, pour changer une mentalité, ça prend des générations, on le sait, non? Donc ça va prendre aussi des générations pour changer la donne. Il faut être patient, mais tout en agissant. C'est ça, c'est ce qu'il faut. Il y a aussi l'attrait de la jeunesse vers l'Occident, la jeunesse qui se dit que tout est réalisable du côté de l'Occident, contrairement à l'Afrique qui a envie d'aller découvrir les conséquences des immigrés qui restent souvent en mer. Comment est-ce que vous vivez également une telle situation et pourquoi on en est là, toujours en 2024, 2025, on en a connu en termes d'information? Premièrement, il va falloir que nos autorités fassent, et ça c'est partout, hein, partout, dans nos pays noirs. Il faut que nos autorités arrivent à dissuader. Il y a certaines images d'illusions qu'il faut arrêter, parce qu'on a le contrôle quand même des médias, n'est-ce pas? Il va falloir, à un certain moment, censurer s'il le faut. Je ne veux pas entrer dans des détails, ce n'est pas à moi de décider de quoi que ce soit pour aucun pays. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il faut censurer... Parce qu'il y a certaines images qui nous donnent une illusion qui est fausse. Quelle est la réalité? La réalité n'est pas ça. On va dans des pays d'ailleurs, tout le système universitaire et tout ça, quand on compare avec ce qu'on a, ce n'est pas nécessairement qu'on n'a pas les meilleures universités. Tout se fait avec un lobbying, n'est-ce pas? Et donc, il y a certains qui se mettent ensemble, qui font un bon lobbying pour montrer que notre université est plus ceci, est plus cela. Donc, c'est ce qu'on appelle la communication. On fait une communication des fois qui n'est pas nécessairement ça. Mais la chose, c'est de savoir qu'il n'y a aucun pays qui va être vraiment un paradis sur Terre. Il y a des réalités. Il faut que les gens comprennent que c'est pas rose. Oui, on peut, dans beaucoup de cas, par exemple en Haïti, si on compare la France ou le Canada ou qui que ce soit, ou soit l'autre pays, c'est sûr qu'il y a une stabilité, il n'y a pas de l'insécurité, il y a certaines choses qui font en sorte que mentalement on est plus posé, on peut vaquer à nos réalités, à nos activités quotidiennes. Ça, on ne peut pas en disconvenir. Mais il y a cette réalité, il y a la langue, il y a la température, il y a beaucoup de choses au niveau culturel qui va faire en sorte que si tu n'es pas prêt, ben tu vas baver. Donc c'est pas si facile que ça. Donc moi je pense qu'on a tout ce qu'il faut sur le continent, en Haïti par exemple. Il faut que cette jeunesse-là ne va pas vers les solutions rapides et qui paraissent simplistes. On a énormément ici qu'on peut construire. Construisons pour tout simplement se rendre dans ces pays-là comme visiteurs. On peut choisir d'aller vivre là, mais pas par nécessité. Parce que lorsqu'on choisit par nécessité, les choix n'est jamais bon. Pour vous, quelle est votre vision de la souveraineté et de la prospérité africaine? La souveraineté, d'abord, il faut savoir qu'on est
des soldats. C'est dans la constitution de 1805, la constitution impériale d'Haïti, parce qu'on avait construit un empire. C'est dit clairement que tout Haïtien est un soldat. Toute Haïtienne est une soldate. Donc ce qui veut dire que le rôle pour sauvegarder la souveraineté, c'est de se mettre debout, de combattre et de veiller à la sécurité interne du pays d'abord, la sécurité de tout un chacun, et de s'assurer qu'on est en mesure de nous procurer le nécessaire, le strict nécessaire, ce que les Nations Unies ont déclaré comme les droits primaires. C'est-à-dire le fait d'aller à l'école, le fait d'avoir une bonne santé, le fait, c'est un bon système de santé, etc., etc. Donc, lorsqu'on arrive à garantir ça, donc ça veut dire que il faut prioriser, à un moment donné, il faut devenir nombriliste. C'est-à-dire qu'il faut regarder soi-même, mettre l'accent sur nous-mêmes, mettre l'énergie sur nous-mêmes pour développer ce qu'il y a à développer et pour sauvegarder cette souveraineté. Donc ça veut dire qu'il faut commencer par soi. On ne peut pas commencer à voir les autres et prendre des décisions en fonction de ce que l'autre pense. Décider qu'on va aller vers la droite parce que l'autre nous a dit que c'est bon. Donc il faut penser par soi-même et pour soi-même. Et je pense que ça déjà c'est le cadre qui permet à maintenir, à sauvegarder la souveraineté. Et puis pour ensuite vraiment penser ou similairement à ce qu'on appelle le développement socio-économique. Parce que ça ne peut pas se faire si tu es toujours là à prendre les dictats de quelqu'un d'autre. Parce que nul ne peut savoir et comprendre et assurer ton besoin si ce n'est toi. Pour beaucoup, quand on parle de souveraineté, beaucoup font le lien avec l'Alliance des États du Sahel aujourd'hui, avec le combat qu'ils mènent. Beaucoup à travers le monde parlent du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Beaucoup saluent l'engagement, les actions. Est-ce qu'en Haïti, c'est salué également? Non, je dirais, c'est un souffle d'espoir. Beaucoup de jeunes le regardent et sont émerveillés par sa fougue, par sa vision et par le fait on a l'impression qu'il est constant dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait. Cette impression-là inspire énormément de jeunes. À travers le monde, vous l'avez vu. Le 30 avril, il y a eu, vous avez remarqué, c'était extraordinaire, c'était merveilleux de voir un individu ou un groupe d'individus, de leaders, qui arrivent à inspirer à nouveau des peuples qui pensaient que c'était fini, que les dés étaient jetés, donc il fallait... Et là, on a cet espoir de faire et d'aller le plus loin que possible. Moi, je dis... Et je m'arrêterai vraiment sur ce commentaire-là. Le Burkina Faso ou l'AES ne peuvent pas se permettre de ne pas aller plus loin, à tous les niveaux. Parce que cet élan qu'on vit là, ce serait vraiment une gifle monumentale pour toute l'Afrique et les pays noirs à travers le monde. On a intérêt, c'est pas l'individu, c'est le rêve qu'il porte, c'est l'énergie qu'il amène, c'est le fait qu'il nous pousse, qu'il nous exige de voir autrement. Je pense que c'est ça qu'il faut voir et qu'on se dise, on peut ne pas aimer quelqu'un, mais si la vision est une vision commune et collective, il faut la porter. Parce qu'on ne peut pas rester en ce 21e siècle, entendre tout le temps qu'on parle de nous comme des moins que rien, des miséreux. C'est pas bon. On ne peut pas vivre dans des pays riches et continuer à laisser ce message-là, ce discours envers nous. Alors qu'on on a tellement de grandes choses. On est tellement intelligent dans tous les pays qu'on va là. On contribue à faire de ces pays ce qu'ils sont. Et pour vous, Ibrahim Traoré, le capitaine, le président du Faso, est l'une des solutions à travers la lutte qu'il mène. Il l'incarne en tout cas. Il l'incarne. Et je veux rester positif et penser qu'il va en avoir d'autres. Qu'il va en avoir, que l'Alliance va s'agrandir. Que tous les autres pays aussi, noirs à travers le monde, vont continuer de supporter. Parce que Haïti,
quand on a fait l'indépendance, quand nos ancêtres africaines ont fait l'indépendance, ils étaient seuls à combattre 3 grandes armées de l'époque, surtout l'armée française de Napoléon Bonaparte. D'ailleurs, le film porte le nom, Jean-Jacques Dessalines, le vainqueur de Napoléon Bonaparte, sous la direction et la production d'Arnold Antonet. Et on va en parler. Exactement. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ces nègres, je dis bien nègre, parce que chez nous, nègre veut dire homme, veut dire nègre, quelqu'un de droit, étaient seuls. Ils ont démontré que ce n'est pas ta grandeur géographique, tes richesses ou quoi que ce soit, c'est ta volonté qui fait de toi la grandeur que tu as. Et de se mettre debout contre ces armées-là. Et pour moi, l'AES, c'est ça que ça incarne maintenant. N'est-ce pas? De se mettre debout contre Goliath et de dire « Hé, on est quelqu'un, on vaut quelque chose et on s'en fout de ce que vous pensez. Nous allons vers notre direction et on va le faire pour nous, avec nous et sans vous. » Vous avez tout à l'heure parlé de Jean-Jacques Dessalines, le fondateur de la République d'Haïti. De l'Empire d'Haïti plutôt. Aujourd'hui, quelles sont ces valeurs qui sont communes entre Jean-Jacques Dessalines et Ibrahim Traoré, le président du Faso? Premièrement, l'ouverture déjà, le côté panafricain. L'ouverture, parce que Jean-Jacques Dessalines, en tant qu'empereur, était, même si, en fait, au sorti de l'indépendance, aucun pays ne voulait faire affaire avec Haïti. On voulait l'isoler. Donc c'est le premier pays noir qui a subi l'embargo. Aucun pays ne voulait faire affaire avec. Parce qu'il se disait, ces nègres-là, si on les laisse faire, on est mal foutu. Donc il ne voulait rien faire avec lui. Et il a dit, vous savez quoi, on va contourner, on va faire autrement. Et non seulement ça, il a décidé de racheter la liberté de toute personne de couleur, en fait noire, qui voulait avoir leur indépendance. Donc il payait 20 gourdes sur chaque tête de ces ancêtres-là qui voulaient être libres. On n'avait pas l'argent, on était isolés. Ça, on le sent. C'est cette idée d'accueillir, d'embrasser les frères et les sœurs de partout. L'agriculture. Parce que si tu n'arrives pas à manger, si tu n'as pas cette liberté du ventre, eh bien on va te dire, tu dois aller à droite, tu dois aller à gauche. Donc je vois qu'il met beaucoup l'accent sur l'agriculture, comme Jean-Jacques Dessalines le faisait. Le fait aussi on sent qu'il va chercher des alliances. Jean-Jacques Dessalines a été là pour certains pays qui en avaient besoin. Il a fait des alliances avec des pays, que ça soit polonais, que ça soit grec. Lui, c'est que si cet individu montre, premièrement, le respect de la liberté, de l'indépendance, de la souveraineté et de l'équité, on n'a aucun problème à transiger avec ces individus-là. Mais dès que cette personne, quelle que soit sa couleur de peau, décide de boycotter la relance, la liberté, la souveraineté, bien, il savait faire ce qu'il savait faire. Et on regarde aussi l'accent mis sur la jeunesse. Parce que Jean-Jacques Dessalines avait déjà dit, les enfants qui sont nés hors mariage sont considérés des enfants. Aucun parent ne peut décider du sort d'un enfant. Je t'enlève le legs, je t'enlève... Non. Tout enfant doit être respecté et être défendu dans ses droits et dans ses capacités. On sent que M. Ibrahim Traoré donne cette ouverture à la jeunesse. D'ailleurs, qui le supporte le plus là? On sent que c'est la jeunesse, non? Ça montre que la jeunesse a un pouvoir. Et que si cette jeunesse est bien guidée, si cette jeunesse connaît ses intérêts, il va les défendre bec et ongle. Et on s'attend à ce que cette jeunesse-là soit la référence pour les autres à venir. Pour vous, aujourd'hui, quels sont les grands défis de la jeunesse africaine? Énorme, économique, social, avoir cette paix avec sa culture, ses coutumes, revoir son être
redéfinir ses repères. Et éventuellement, les médias sociaux qui vont mettre l'accent sur l'hypersexualisation, comme j'ai dit, qui détournent. Là, on entend des choses vraiment effrayantes. Hein. Donc, c'est vraiment ça, entre autres. Et puis, la place que la génération d'avant doit aussi arriver à concéder et à donner. Donc, devenir des mentors, des vrais mentors pour la jeunesse qui est en manque de références, comme vous dites, et qui a une vision qui mérite d'être bien regardée et de faire ça à tête froide et ne pas sombrer non plus dans la mystification. Parce qu'il y a tout ça, la mystification à tous les niveaux. Donc il faut revoir, rebalancer les choses. Et en fait, on a tout ce qui a technologie. La technologie n'est pas mauvaise, c'est juste l'utilisation qui doit être bien faite. Parce que la Chine nous montre l'exemple. Il y a certains pays asiatiques où ils ont banni certains apports sociaux et des médias sociaux justement pour mieux guider la jeunesse. Donc on peut aussi s'inspirer de certaines choses comme ça. Pour faire changer les choses, comment la jeunesse africaine peut soutenir la dynamique voulue actuellement par le capitaine Ibrahim Traoré, par l'Alliance des États du Sahel également? Comment on peut accompagner afin qu'elle puisse se répertorier sur plusieurs autres pays, afin que la dynamique tant voulue depuis des années s'accomplisse enfin? Alors ça, c'est premièrement la patience, c'est-à-dire pour changer un système, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Être à l'affût des choses. Donc, bien s'informer, bien s'éduquer, parce que tout vient de là. Connaître d'abord, comprendre son territoire, ce qu'on a. Supporter les efforts qui sont positifs. Et parler aussi des choses à faire. Parce que la critique peut aider. C'est pas la critique destructive où on va aller sur la négativité simplement. Parce que lorsqu'on critique, la meilleure des choses, c'est de dire ça c'est bien, bravo, et on supporte ça à fond. Ça, on peut faire mieux. Hein, il y a des lacunes là. Bon, on va amener les outils qu'il faut. On va aller de l'avant avec ça. C'est ça, c'est bâtir. La jeunesse doit se sentir responsable de son avenir. Il faut absolument qu'il sache que sans mon apport, sans mon soutien, sans ma détermination, rien n'ira plus loin. C'est vraiment ça. Quel est votre dernier mot? On sait que vous êtes au Burkina en ce moment. Dans le cadre justement de Jean-Jacques Dessalines, vous avez prévu justement un film. Quel est le mot de fin? Alors, j'invite tout le monde à y participer. Ça va se faire demain, de 16h à 21h. Donc, ça veut dire qu'il y aura quelques discours de circonstances pour expliquer et faire la mise en contexte. Donc, venez, ça va être gratuit. La sécurité est assurée. Et ça va être aussi le pont qu'on continue de faire avec le continent, à Kéboulan et des Afro-descendants de partout. Donc venez, vous allez savoir premièrement ce qui est Jean-Jacques Dessalines et ce que ce personnage a laissé comme héritage au monde noir en général et combien le Burkina Faso et l'AES s'inscrivent dans ce cheminement. Et comment on peut faire pour s'épauler en tant que peuple, mieux se connaître, parce qu'on a l'impression qu'on se connaît mais on ne se connaît pas. Et donc ça va se faire vraiment au Monument de la Paix, donc au sud de la paroisse Jean-Marie Vianney. Donc comme j'ai eu à le dire, c'est de 16h à 21h. Donc venez, c'est le film, la projection, c'est Jean-Jacques Dessalines, le vainqueur de Napoléon Bonaparte. Et, comme j'ai dit, sous la production d'Arnold Dantonet. Ça sera un tremplin pour échanger avec la jeunesse burkinabé. En tout cas, merci à vous, Darlene Lozis, alias Manzé Choublak. Merci d'avoir accepté cette invitation du Déj Matinal Info de Twi TV et Watt FM. Merci à vous. Merci beaucoup, merci de m'avoir reçu.
Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs des médias leaders à Twi TV et Watt FM. Ainsi se referme donc ce numéro du DEJ Matinal Info que nous avons partagé avec l'activiste, consultante et leader engagée en faveur des droits humains, de la diversité et de l'inclusion au Canada, Darlene Lozis alias Manze Choublak. En attendant, Dieu voulant, de vous retrouver demain pour un autre numéro, eh bien, non seulement portez-vous bien, mais vous le savez aussi et surtout que Dieu bénisse à le Burkina Faso. Au revoir. Twi TV, la télé interactive.